Bonjour et bienvenue dans ce talk qui va être où je vais vous présenter un chemin. Je vais vous présenter un chemin pour prendre une application historique, une application comme on dit legacy, et de voir comment on va pouvoir l'amener dans un autre système. Donc le cas d'usage que je vous présente, c'est une architecture orientée microservices. Donc moi je me présente, je m'appelle Brice Leporini, je travaille chez Confluent. Donc Confluent, c'est la société qui a été fondée par les auteurs originaux d'Apache Kafka. C'est une boîte qui a 5 ans maintenant. Et moi, mon background, c'est je suis développeur. Donc je suis développeur depuis bientôt 25 ans, dont les 15 dernières années focalisées sur l'écosystème Java et les systèmes distribués. Donc pour cette présentation, je vous invite dans mon histoire. On va se dire qu'on a une entreprise fictive dans le domaine du retail. Et donc, dans cette entreprise, ce qu'il y a, c'est qu'on a une application monolithique. Et en fait, cette entreprise, elle a des surfaces de vente, elle fait du commerce en ligne. Donc, elle a un site web pour pouvoir faire du commerce en ligne, des API pour les terminaux mobiles. Et elle a aussi donc, des applications pour le back-office, pour pouvoir préparer vos commandes. Donc c'est une application comme on a l'habitude d'en voir, avec donc une application monolithique avec une grosse base de données. Et en fait, ces gens-là, à un moment donné, ils se sont dit, on aimerait bien que notre chiffre d'affaires grossisse, mais on sait déjà qu'on est un peu aux limites en termes d'architecture de notre solution. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire pour pouvoir aller plus loin et pouvoir faire face à un trafic plus important et faire croître notre business. Donc on va se dire que c'est une boîte qui fait du cash. Elle honore actuellement 40 000 commandes par semaine et elle a à peu près 1 millier de points de vente pour donner un peu le contexte de la fiction. Globalement, l'histoire, ça va être de se dire, on a une grosse application comme on a l'habitude de les voir avec sa grosse base de données. Et le scénario, c'est on veut éclater ça en un ensemble de microservices qui vont être découpés par contexte borné, et puis on va respecter les bonnes pratiques, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire chaque microservice a son propre système de persistance. Pardon. Et donc il va falloir trouver un moyen de passer de l'un à l'autre. Et alors, on va falloir trouver un moyen de passer de l'un à l'autre, mais on ne va pas faire ça en Big Bang, puisque les années 90, c'est terminé. Aujourd'hui, on a quand même plein de systèmes legacy qui font beaucoup de prod. Donc, le but du jeu, là, ça va être de pouvoir commencer à tester ce nouveau système avant d'éteindre l'ancien. Globalement, je pense que dans la salle, il y en a quelques-uns qui auront la référence. Ce que je vous propose, c'est essayer de trouver un moyen de changer le moteur de l'avion en plein vol. Comment on va faire? Donc, on va partir sur ce qu'on appelle une migration graduelle, on ne dit pas de Big Bang, et on va s'appuyer sur un principe qui est détaillé dans un papier de Martin Fowler. Et dans ce papier, ce qui est dit en substance, c'est qu'il était en train de se balader avec sa femme en Australie, il faisait un trek. Donc ça, c'est la photo qu'il y a sur son blog. Vous pourrez la retrouver. Et il passe devant cet arbre. Cet arbre, il y a un vieil arbre qui est en train de se faire recouvrir liane par un autre. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on doit faire dans les systèmes d'information. On doit, quand on veut remplacer un système legacy par un nouveau système d'information, il va falloir qu'on remplace fonctionnalité par fonctionnalité et qu'on arrête de décommissionner totalement au profit d'un nouveau système. C'est ce qu'il a appelé le Strangler Application Pattern. Mais ça, c'est sur l'aspect des fonctionnalités. Il y a un autre sujet à traiter aussi, c'est de se dire, tiens, à un moment donné, quand je vais vouloir pousser un nouveau service dans mon archi, potentiellement, j'aimerais bien ne pas le tester sur tout le monde, parce que peut-être que je vais avoir des ennuis. Donc, je voudrais le tester sur une frange réduite de la population. C'est ce qu'on va appeler le Canary Release ou le Friends and Family. Pourquoi on fait ça?
On fait ça tout simplement pour pouvoir s'acheter le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on pousse une nouvelle application en production. Si on a des problèmes de performance majeurs ou qu'on rencontre un gros bug, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on ait la possibilité de revenir en arrière et que ce soit transparent pour le business. Et ça, en fait, ça va être la raison majeure pour laquelle on va avoir besoin d'avoir les deux applications, les deux systèmes qui vont s'exécuter conjointement et qui peuvent être amenés à modifier des datas de façon concurrente. Et il va falloir qu'on trouve un système pour faire ça. Et ce système, en fait, ne doit pas gérer les conflits. On ne va pas avoir une gestion de conflits parce que, c'est souvent les arborescences, ce sont des arborescences complexes, des arbres de décision complexes, pardon. Ça ne passe pas à l'échelle. Soyons clairs, à un moment donné, si on a plein de contextes dans lesquels on doit vérifier les conflits, ben on sait qu'on va avoir des tonnes de code à produire. Et en plus, c'est du code qu'on sait difficile à maintenir et qui est souvent chargé en bug. Donc il va falloir qu'on trouve une autre façon de faire. Donc, pour donner un peu plus de détails sur cette application legacy, on va se dire que comme toutes les applications legacy, elle a une base de code qui est importante, qui peut être 200 000, 300 000, 500 000 lignes de code. Je pense qu'on a tous vu des comme ça. Et 500 000 lignes de code, ça veut dire qu'il y a des équipes qui ont bossé dessus pendant des années, potentiellement des générations de développeurs qui sont différentes, des façons de développer qui sont différentes, peut-être même des fois des technologies obsolètes. On pourrait très bien se dire ici que c'est un mainframe. Hein. Et donc, tout ça pour dire qu'on va avoir un indice de confiance faible sur le fait qu'on soit en capacité d'identifier toutes les zones de code qui modifient l'état d'une donnée. Donc, ça va être compliqué. Et puis, les clients, ils ne veulent pas généralement qu'on modifie le legacy. C'est trop dangereux, c'est le truc qui fait de la prod. Donc, on va aller taper la base de données directe. On va aller taper la base de données directe, mais on va aller taper la base de données directe, on ne va pas les faire des selects. C'est pareil, c'est une base transactionnelle. Ça fait encore une fois, ça fait du business. On ne peut pas faire du select. Pour les besoins de ce talk, ce que je vous propose, c'est on va prendre un schéma qui est trivial. C'est un schéma relationnel. On va se dire qu'on a des clients, on a des produits, on a des commandes, et des articles de commande. Et puis, on a des relations d'intégrité, des relations de cardinalité entre elles. Trivial. Donc, je vous ai dit, on va taper la base de données, mais on ne va pas faire des selects. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je vous propose, c'est de se dire, on va faire du change data capture. Alors, le change data capture, c'est quoi? C'est au lieu de faire des selects dans la base, ça va s'intégrer vraiment à la base, lire les journaux transactionnels et intercepter les changements qui s'opèrent sur la base de données. L'approche que je vous propose, c'est d'avoir un connecteur CDC qui tourne dans Kafka Connect et qui va pousser ces changements dans Apache Kafka, dans des topics. Alors, démo time. Vous savez ce que c'est, ça? Qui reconnaît? L'Amiga. C'est le gourou méditation. Alors, ma démo, elle a foiré juste en arrivant. Je suis désolé, j'en ai un petit peu quand même. Ce que je vous propose, alors on va juste regarder un peu de code. Ce que je vous propose, c'est que j'ai un Docker Compose, et dedans, dans mon scénario, j'avais mon MySQL qui est considéré comme étant mon legacy, et le CDC qu'on va utiliser, ça va être celui de Debezium, qui est un projet open source qui est, dans lequel il y a des connecteurs pour les bases de données généralement open source. Et donc, Debezium, ce qu'il va faire, il va démarrer, il va lire le schéma. Okay. Il va faire le rétro-engineering de ce schéma, et donc il va générer le DDL, il va le pousser dans des topics Kafka. Alors, je dois avoir au moins les topics. Donc là, j'utilise KSQLDB, mais c'est juste parce que c'est pratique. Je ne vais pas vous faire de démo KSQL.
Mais j'ai des problèmes de connectivité depuis que je suis arrivé ce matin, donc je suis désolé, il n'y a pas tout qui va marcher. Donc ce qui va se passer, c'est que on va avoir différents topics. Ici, par exemple, tout le monde voit ou je grossis encore un peu? Encore? OK, donc là, on a un premier topic, et dans ce topic, Debezium, il va pousser tous les changements de structure de données. C'est-à-dire, s'il y a un create table, il va pousser les create tables. S'il y a un alter table, il va pousser les alter tables. Ensuite, pour chacune des tables, il va y avoir un topic qui va récupérer des messages de modification de l'état des données. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, on va avoir un JSON dans lequel on va avoir un before, un after. Si c'est une insertion dans before, on aura nul. OK. Et si c'est un update, on a la valeur avant, la valeur de toutes les colonnes de la table avant, la valeur de toutes les colonnes de la table après. Et ensuite, on va avoir des métadonnées qui sont liées à l'origine du message. Alors, ce qui va être intéressant avec cette histoire de avant-après, c'est que bon, là, on va pas faire un métier extrêmement complexe, mais globalement, ça veut dire que sur des transitions d'état, vous allez pouvoir inférer notamment des événements métiers qui se sont produits. Alors pourquoi utiliser Kafka dans ce genre de scénario? Alors Kafka, c'est une plateforme de stream processing. Je pense que tout le monde la connaît à peu près. C'est un projet qui est né chez LinkedIn il y a 10 ans parce qu'ils sont arrivés au bout des outils du marché. Et c'est une plateforme de stream processing qui vient avec un ensemble de propriétés. Donc scalabilité, on le sait, throughput, etc. Mais en fait, toutes ne vont pas nous intéresser pour ce cas d'usage. Parce que rappelez-vous, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de démanteler un monolithe. Donc on avait une vieille application, et donc d'expliquer qu'il faut un middleware qui soit hautement scalable avec du throughput élevé, ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans ce cas d'usage. Ce qui va nous intéresser d'abord, c'est la première propriété, c'est la durabilité des messages. Et la durabilité des messages, elle va être assurée par deux autres propriétés qui sont la rétention. Ça veut dire que quand vous produisez un message dans la plateforme, il est écrit sur le disque. Et ce message, il va être aussi répliqué. Ça va assurer que vous n'avez pas de perte de message. Ça va assurer aussi que si vous avez un consommateur à un moment donné qui est tombé, ça arrive, réseau opérationnel, bug, enfin, la vie. Quand il va redémarrer, il va lire tous les messages qu'il a loupés. Les messages sont persistants. La résilience, ça va être important, puisque si globalement vous commencez à utiliser ce genre de middleware pour faire le système nerveux central de votre organisation, c'est bien que s'il se fait péter une rotule, qu'il puisse continuer à fonctionner, qu'il puisse continuer à vous permettre de produire des messages et à les consommer. L'ordre est important, et c'est une garantie importante dans la mesure où donc Kafka vous garantit que l'ordre des messages dans les partitions. Pourquoi c'est important? Imaginez si on consomme l'update avant l'insert, du coup on n'aura pas un comportement cohérent. L'immuabilité aussi, propriété importante des systèmes distribués, ça permet de passer à l'échelle. Et puis ça vous permet de savoir, quand vous consommez le message au niveau applicatif, qu'entre le moment où il a été produit et le moment où vous le consommez, c'est le même. OK? Bon, là, on a poussé des données qui sont extrêmement techniques dans la plateforme. Maintenant, comment on va les envoyer dans notre nouveau service? Pareil, on va taper la base de données. Mais avant, j'aimerais vous attirer votre attention sur un sujet. C'est que par exemple, à un moment donné, ce que je vais vouloir faire dans ce talk, c'est dire je vais prendre des données qui sont dans une troisième forme normale, et puis je vais construire un document JSON, et ce document JSON, je vais le pousser dans MongoDB. OK? Donc ce que je vais être amené à faire, c'est de dénormaliser les champs. Et si je veux construire un document comme ça,
si j'ai accès à la base, je vais faire un select avec des joins, potentiellement des agrégations, enfin, c'est trivial. Par contre, comme on va passer par un change de capture, puisqu'on n'a pas le droit de faire ces selects, et puis même, ça ne nous aiderait pas tant que ça, on veut être notifié des changements, on ne veut pas aller scruter la base. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais recevoir des événements. J'ai des événements qui vont me dire qu'il y a une nouvelle commande qui a été créée, il y a un nouvel article, qui a été créé. Et ces événements, en fait, ils sont poussés dans des topics différents, on l'a vu tout à l'heure. Du coup, en fait, quand je reçois que je commence à consommer d'abord un nouvel article que j'ai pas de commande, donc du coup, il va falloir que je garde ça un peu en mémoire, que j'attende la commande qui arrive. Quand la commande est arrivée, je commence à l'ajouter. Comment je sais que je ne vais plus recevoir des nouveaux articles? Est-ce que je le garde en mémoire? Qu'est-ce qui se passe si l'application elle tombe? C'est tout un tas de questions que votre consommateur va devoir se poser quand vous allez le coder. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser Kafka Streams. Parce que Kafka Streams, ça ne va pas résoudre tous vos problèmes, mais ça va arriver avec un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre de vous dégager de cette complexité. Donc Kafka Streams, c'est une librairie. Et j'insiste sur le fait que ce soit une librairie, ce n'est pas un framework. Ça veut dire que si vous voulez le faire tourner dans Spring, vous le faites tourner dans Spring. Si vous voulez le faire tourner dans un main, vous le faites tourner dans un main. D'ailleurs, on va le voir. Moi, le code que je vais vous montrer, je vais vous montrer un peu de code quand même. Le code que je vais vous montrer, c'est un main. Il n'y a pas d'autre framework. Il n'y a que Kafka Streams. C'est prévu uniquement pour interagir avec les brokers Kafka. Et la conception que je vous propose, c'est une fois que c'est dans Kafka. Donc, ce qui va être intéressant, c'est quand on va avoir ajouté de la valeur aux données consommées, qu'on va transformer ces événements techniques et qu'on va le transformer en données métiers pour le nouveau microservice. Il va être poussé dans la plateforme, et donc on va avoir un connecteur Kafka Connect qui va aller le pousser l'insérer dans la base de données. Pourquoi c'est intéressant et c'est important de pousser dans la plateforme de stream processing? Parce que, encore une fois, ces messages ils sont écrits. Donc globalement, on a besoin pour mettre à jour notre microservice, mais ça veut dire aussi que la donnée elle est disponible pour des nouveaux usages. Avant de rentrer un peu dans le détail de Kafka Streams, il y a un autre sujet sur lequel je vais attirer votre attention. Donc ça, c'est une façon connue de stocker des valeurs. Donc on a une colonne de table, une colonne clé, une colonne valeur. Et ce que je vous propose, c'est de se dire, tiens, si j'insère des lignes dans cette table, je vais pouvoir résumer l'ensemble des changements que va connaître cette table par un ensemble d'événements. Par exemple, j'ajoute une ligne, Alice 1, c'est un événement, j'ai ajouté Alice 1. Pareil, Charlie 1, j'ai 2 lignes. Okay, et puis d'un coup, je vais vouloir modifier la première ligne, donc je vais dire Alice 2. En fait, j'ai 2 lignes dans la table, mais par contre, j'ai bien 3 messages. Donc ça veut dire que la modification de l'état d'une table peut se matérialiser sous un flux d'événements, mais on a un flux d'événements aussi qui peut se matérialiser sous la forme d'une table. On peut revenir à l'état précédent. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on va largement utiliser dans Kafka Streams, puisque ce que je vous propose pour construire ce fameux objet qu'on veut pousser dans MongoDB à la fin, c'est celui-là. Donc ça s'appelle une topologie. Dans le monde Kafka Streams. Et on va commencer par en bas. On va se dire qu'on va consommer tout ce qui change dans la table des clients. On va consommer tout ce qui change dans la table des produits. Et on va lui demander d'en faire ce qu'on appelle une k-table. Donc une table, on va compresser tous ces événements. Chaque message qui porte la même clé, le dernier message porte la dernière valeur. Pourquoi on fait ça? Parce que si on veut passer d'une troisième forme normale vers un document JSON, on va avoir recours à la dénormalisation. Parce qu'à chaque fois qu'on va recevoir une commande, on va aller chercher le nom, on va aller chercher le client et on va récupérer son nom pour le mettre dans le document. Chaque fois qu'on va récupérer un article de commande, on va aller récupérer le produit qui est référencé et mettre le nom du produit dans le document.
Et puis ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va joindre les résultats de ces transformations pour créer l'objet final qui va être ensuite poussé dans MongoDB. Alors pourquoi Kafka Streams? Pourquoi pas simplement utiliser l'API des producteurs et des consommateurs? Déjà parce que ça va vous apporter une API de plus haut niveau. Vous allez retrouver un peu des choses que vous connaissez avec l'API des streams de Java. Donc on va trouver des maps, des filters. Et puis ça va vous apporter aussi des opérations dites stateful. Puisqu'à un moment donné, quand on va vouloir faire une agrégation, c'est une opération qui est stateful. C'est-à-dire on conserve un état pendant le temps de cette agrégation. Quand on va vouloir faire des jointures entre deux sources de données, deux flux de données, c'est une opération qui va demander de gérer un état. Du windowing aussi, c'est-à-dire de grouper un ensemble de messages dans des timeframes définis. Ce sont des choses qui vont nécessiter la gestion d'un état. Et tout ça, c'est complexe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, est-ce que je garde ça en mémoire? Qu'est-ce qui se passe si mon application elle tombe? Où est-ce que je récupère tout ça? Et la façon dont le fait Kafka Stream, il va utiliser ce qu'on appelle un state store. Et c'est une base de données locale. On utilise RocksDB, qui est une base de données qui est faite par Facebook. Et ça va permettre d'apporter la résilience, c'est-à-dire si votre instance Kafka Streams, elle se casse la gueule, si vous perdez complètement le nœud, l'état est synchronisé dans des topics Kafka, des topics techniques, et vous pouvez repoper un nouveau nœud avec votre application, et va reprendre le travail là où il en était. Évidemment, ça s'appuie sur l'API quand même des producteurs et des consommateurs, donc avec les mêmes capacités de passage à l'échelle que ces API-là. Bon, celui-là, vous le connaissez quand même. Alors, je vous l'ai dit, ma démo à la forêt ce matin, je vais vous présenter simplement le code. De toute façon, il n'y avait pas d'IHM, j'avais que du SQL. Donc, je vous l'ai dit, c'est une librairie, ce n'est pas un framework. Donc, ce qu'on fait là, c'est juste lancer un main. Donc là, on a un peu de code boilerplate pour la configuration. Ça présente assez peu d'intérêt. Et puis, dans la méthode, ici, on va tout lancer. Et surtout, vous vous rappelez, au slide précédent, je vous ai parlé de topologie. Donc là, on va créer la topologie. La topologie de consommation des flux et de ce qu'on va en faire. Donc en premier, j'ai du code. Alors, je sais pas, tout le monde voit, là, c'est assez gros. Je ne sais pas si je peux encore grossir. Là, ça, c'est du code un peu boilerplate, puisque vous avez vu, en fait, côté CDC, j'ai des métadonnées, j'ai la valeur avant, la valeur après, donc il faut juste que je récupère ce qui m'intéresse. Donc globalement, c'est du code qui a assez peu d'intérêt. Ce qu'il faut, là où on va se focaliser, c'est de se dire à la fin, ce que je vais exploiter sont un stream des commandes par identifiant de commande et un stream d'articles de commande par identifiant de commande. Okay, et ça, ce sont simplement des entités qui sont mappées dans Jackson, dont il n'y a pas de rocket science. Okay. Ensuite, je vous ai parlé de ces tables référentielles qu'on va interroger pour pouvoir récupérer le client, récupérer les produits. Là, c'est là qu'on va consommer les topics différemment. On ne va pas lui dire que c'est un stream, mais par contre, tu vas consommer ce topic-là et tu vas considérer que c'est une table. Mais un peu plus, on va considérer que c'est une global keytable. La différence entre une keytable, c'est qu'on en a juste un morceau par instance. Quand on veut une global keytable, on va avoir l'ensemble des valeurs sur chaque instance. Ce qu'on est obligé de faire, puisqu'on fait du lookup, on ne fait pas de la jointure. Ces global keytables, on va les récupérer sous forme de key value store. Et on va les requêter par clé, et ensuite simplement dénormaliser la valeur référencée dans l'objet. On va faire, donc ça, c'est pour récupérer le nom du produit. On va faire pareil pour récupérer le nom du client. Pareil, un key value store qu'on récupère. L'étape d'après, c'est que j'ai un flux d'articles de commande, mais il va falloir que je les groupe ensemble par numéro de commande,
pour pouvoir directement ensuite injecter un ensemble d'articles dans ma commande. Et donc l'étape ultime, ça va être de joindre ces deux flux. Donc je prends le flux des commandes, auquel je vais joindre le flux des articles de commande, et je vais ajouter cette collection dans mon objet. Et à la fin, ça va partir dans un topic final qui va s'appeler orders. OK ? Et ce topic va être consommé par Kafka Connect qui va pousser ça dans MongoDB. Alors, ce que j'aurais voulu vous présenter, que je ne vais pas être en mesure de vous présenter, vous avez toutes mes excuses. Donc, c'est Kafka Streams, c'est l'application Java, c'est une application Java de base. Et le problème de connectivité que j'ai, c'est avec la plateforme Confluent Cloud. Et globalement, donc, le MySQL et le MongoDB étaient hostés en local. Maintenant, on a réussi à pousser toutes les données qui viennent du legacy. On a réussi à les intégrer dans notre nouvelle architecture. Mais ça ne va pas être suffisant, puisqu'aujourd'hui, il va falloir se poser aussi la question, qu'est-ce qui se passe si je veux modifier des données dans ma nouvelle plateforme? Comment je vais pouvoir procéder à une synchronisation? Mettons-nous dans le scénario, mon microservice reçoit une requête de modification. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller modifier les données dans ma nouvelle base. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un événement métier. Si on revient sur l'histoire de la commande, ça va être de dire le client Intel a passé une nouvelle commande. Ça va être un événement métier qui va être empilé dans un event store. Et ces événements, donc l'ordre est important, vous vous rappelez les histoires de l'ordre, puisque le passage de commande, ça va être le premier événement. Il vaut mieux consommer le passage de commande avant la modification de commande. Ces événements vont être poussés dans un topic Kafka, et ils vont devoir être consommés. Là, le scénario que je vous propose, c'est qu'ils vont devoir être consommés par une brique d'intégration. Donc vous n'allez toujours pas modifier votre legacy. Vous allez avoir quelque chose qui va consommer ces messages, qui va appliquer les règles de gestion, et qui va aller modifier directement la base. Ou pas. Si vous avez un legacy qui a une API, et que vous pouvez pousser la demande métier à l'API, c'est encore mieux. Comme ça, vous ne réimplémentez pas les règles de gestion. Ensuite, vous devez avoir cette couche d'intégration qui repousse un accusé de traitement qui peut dire « je suis OK, j'ai consommé, on a dit OK pour la modification métier » ou « non, on refuse ce changement-là ». Et on verra pourquoi c'est pas comment on gère ces refus. Donc ça, c'est pour la modification de données. Donc du coup, si on se dit, tiens, j'ai pas modifié ma base de données locale, si jamais on me demande de restituer l'entité, comment je vais faire? Alors, le scénario que je vous propose, c'est si on se modifie la fiche client, je veux changer mon numéro de téléphone ou mon adresse mail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un formulaire, je fais ma modification, je clique sur Submit. Quand je clique sur Submit, ça envoie une requête. Et généralement, dans les ergonomies qu'on connaît, on va avoir un état qui va nous afficher la fiche client avec la modification qui a été prise en compte. Forcément, donc ça se passe en quelques millisecondes. Forcément, on sait que notre base MongoDB, elle ne sera pas à jour. Donc comment on va procéder? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ce qu'il y a dans la base de notre microservice. On remonte l'entité. Et puis on va aller chercher dans notre Event Store l'ensemble des événements qui n'ont pas subi d'accusé de traitement. Et ces événements métiers, on va les appliquer à l'entité qu'on a remontée de la base locale, pour faire comme une sorte de point-in-time recovery, et on va pousser dans la réponse une donnée avec un niveau de confiance élevé sur le fait qu'elle soit à jour. Donc j'en ai pas parlé, mais cet Event Store, est-ce que ça peut être un peu n'importe quoi? Si vous voulez que ce soit une table dans une base de données, ça peut. La question peut se poser de savoir, est-ce que vous allez mettre l'Event Store dans un topic Kafka? Ça se discute. Donc,
ce qu'on va pouvoir se dire, c'est que l'état d'une entité dans votre nouvelle architecture, ça va être le dernier état que vous allez trouver dans la base de données, qu'on va considérer comme étant un snapshot, auquel on va appliquer tous les événements qui n'ont pas reçu d'accusé de traitement. Alors, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est un cas d'usage de CQRS-ES. Alors, CQRS, ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. C'est un mot savant pour dire je ne vais pas utiliser la même méthode pour modifier l'état de mes données que pour interroger mes données. Et c'est exactement ce qu'on fait, puisque pour pouvoir modifier des données, on va créer un événement qu'on va empiler dans un event store. Pour interroger les données, on va récupérer ces événements, on va récupérer l'état du snapshot auquel on va appliquer les derniers événements. Event sourcing, puisque vous allez utiliser des événements métiers. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pour synchroniser deux systèmes. Mais ça ne va pas être le seul cas d'usage de ce type d'architecture, puisque n'oublions pas, dans notre scénario, ce qu'on veut faire, c'est avoir une architecture orientée microservices qui émerge, donc un ensemble de microservices. Et le moyen qu'on va généralement choisir pour pouvoir propager des modifications d'état entre microservices, ça va être d'envoyer des messages, d'envoyer des événements métiers que les microservices qui vont être concernés vont consommer. Donc, encore une fois, c'est une donnée qui va être désilotée. On la pousse dans un topic et on va avoir la possibilité d'avoir différents consommateurs qui vont consommer différemment la donnée et lui donner une valeur différente. Cas d'usage qu'on peut avoir sur ce genre de topic de commande, en dehors de la synchronisation, ça peut être également poussé dans un Elasticsearch et pour nourrir une application de dashboard. Donc si on doit résumer, qu'est-ce qui se passe quand je vais recevoir une requête de modification dans un microservice? Je vais créer un événement métier. Les événements métiers viennent avec quelques propriétés, notamment ils sont immuables, hein. Ça c'est bien, donc du coup on va la pousser dans une plateforme qui est également immuable, c'est plutôt pas mal, ils sont ordonnés. On a dit que c'était une propriété forte de la plateforme de stream processing. Donc on le pousse dans Kafka, on va avoir notre couche d'intégration qui va consommer, appliquer les règles métiers historiques, modifier la base de données d'une façon ou d'une autre. Alors DML, c'est pour Data Manipulation Language, c'est tout ce qui est update, insert, delete. Et comme c'est persisté dans la base, encore une fois, on va considérer que la base de données du legacy, c'est notre source de vérité unique. Okay, on considère que quoi qu'il arrive, il y a un ensemble de règles de gestion qui ont été appliquées à ces modifications, qui aura potentiellement un transaction manager. Donc c'est notre source de données. Et là-dessus, les modifications de l'état des données vont être interceptées par notre brique de change data capture, repoussées dans des topics Kafka, on a vu, un topic par table, et notre application Kafka Stream va reconstruire un objet qui va être cohérent pour votre nouvelle architecture. Et ensuite, c'est poussé. C'est poussé dans la base de données. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme une modification n'a qu'une seule trajectoire et qu'elle va être circulaire, mais ça va vous permettre d'assurer qu'il ne va pas y avoir de conflit. Alors, est-ce qu'il va y avoir des erreurs? Potentiellement. Notamment dans cette partie-là, vous pourrez avoir des erreurs. Le legacy refuse la modification pour une raison X ou Y, l'âge du capitaine, la vie. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le refus de la modification, ça va être lui-même un événement, et ça va être un événement que vous allez pousser en accusé de traitement, qui va être empilé dans votre event store, et vous aurez toute la traçabilité nécessaire, entité par entité, de savoir ce qui s'est mal passé. Donc, à la fin,
la photographie finale, c'est ça. D'un côté, vous avez votre legacy, vous avez le change data capture qui récupère tout, vous avez Kafka en système nerveux central, et côté microservices, on va générer des événements métiers qui vont être consommés par une couche d'intégration. Bon, je vous ai pas escroqué, mais je vous ai quand même un peu vendu du rêve. Parce que dans tout ce que je vous ai montré, il y a énormément de cas aux limites qu'il va falloir gérer. Déjà, le CDC, c'est un sujet qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, puisque déjà, quel produit vous allez utiliser pour faire du CDC, ben, ça va être hautement dépendant de la base de données. Vous n'allez pas faire du CDC de la même façon sur un SQL Server, sur un MySQL ou sur un Postgre, encore moins sur de l'Oracle. On a des possibilités aussi de le faire sur un mainframe. C'est encore d'autres composants qui vous permettent de faire du CDC. Et surtout, un CDC, il y a quelques points d'attention sur la façon de l'opérer. Tous les cas d'usage ne sont pas éligibles à l'utilisation d'un CDC. Si vous avez par exemple une table qui est complètement effacée tous les jours et recréée, ça va vous créer un nombre important d'événements. Est-ce que le CDC sera le bon cas d'usage? Potentiellement, ça va être compliqué à opérer. Dans ce que je vous ai montré, on a vu du JSON. Alors JSON, c'est cool. On voit du JSON à l'écran, c'est visuel. C'est généralement par là qu'on commence parce que c'est pas contraignant. Maintenant, à un moment donné, il va falloir vous poser la question, quand je produis une donnée dans ma plateforme, quel est le niveau de confiance que j'ai sur le fait que mes consommateurs seront en capacité de la traiter? Avec JSON, vous n'en avez pas. Okay, donc, ce que je vous encourage à faire au fur et à mesure de la maturité de vos applications, c'est d'utiliser un composant comme le Schema Registry et qui vous propose de faire de l'Avro et qui va gérer l'ensemble de l'historique des versions du schéma et qui va vérifier, à chaque fois que vous poussez une nouvelle version de ce schéma, que l'ensemble des consommateurs reste compatible avec différentes granularités. Le code que je vous ai montré, il est trivial. Il est trivial et il ne gère pas tout. On a fait une jointure naturelle, donc ça veut dire que si je modifie un article de commande, bah, la modification va être poussée dans le topic, mais mon code, il n'apprendra pas. Hein. Et pareil pour une modification de commande. Donc, il y a plein de cas aux limites à gérer, et mon code, en plus, c'est du code de présentation. Il faut pour un code à mettre en production, il faudra faire les choses un peu différemment. Toutefois, ces patterns d'intégration d'un legacy dans un nouvel écosystème, basé sur du change data capture, c'est des choses auxquelles on croit beaucoup chez Confluent. On a beaucoup de cas d'usage. Donc là, je vous ai montré une histoire de synchronisation entre un legacy et des microservices, mais on a des cas d'usage où c'est du mainframe offloading. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut simplement avoir une API qui permette d'exposer les données du mainframe. Donc, on va se baser sur quoi? On va se baser sur un CDC pour pousser ça dans un autre type de système de persistance. Et si on reboucle un peu avec les challenges que je vous ai présentés au départ, donc on a dit pas de Big Bang. Bon, il n'y aura pas de Big Bang, hein, puisqu'on va démarrer une application. Elle va consommer les données qui sont poussées dans les topics. D'accord? Donc, pour rappel, ce que fait le Debezium, dans ce que je vous ai montré, c'est que, il vous pousse toutes les instructions de création de base, donc on les exploite pas, et puis après, en fait, il vous dump l'ensemble des données dans les topics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez démarrer votre application, elle consomme toutes ces données qui ont été insérées, et donc finalement, vous n'avez pas de job de migration qui peut planter, qui met les équipes opérationnelles sous pression. Globalement, vous allez regarder votre application consommer qui va consommer tous ces messages. Et quand vous allez avoir le lag, donc le nombre de messages en retard qui est proche de 0, c'est globalement, vous êtes arrivé à un point où vous pouvez commencer à ouvrir votre service dans votre phase de Canary Release.
et vous n'avez pas arrêté votre legacy. On est graduel, puisqu'on va le faire, contexte par contexte, donc on ne va pas forcément streamer les changements de tout un schéma, mais ça peut être table par table. La possibilité de retour en arrière, donc on a vu qu'on avait, je vous ai proposé une façon de resynchroniser le legacy avec ce que vous êtes en train de faire. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Juste finir pour vous dire que moi, ce que je vous ai présenté, c'est donc l'utilisation de Kafka Stream et d'un CDC pour ça. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser Kafka Stream? Pas forcément. Il y a des gens qui préfèrent le faire avec du Spark Streaming. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas tomber dans le pattern ETL, parce que sinon vous allez avoir une latence qui va pas être acceptable d'un point de vue métier. Il y en a qui vont le faire avec Flink. J'ai fait du 100% Kafka Streams, mais il y a des parties qu'on aurait pu faire avec du KSQL. Donc je vous invite aussi à aller voir ce que va vous permettre de faire KSQL. Pour rappel, KSQL, c'est un langage qui s'appuie sur un dialecte qui s'appuie sur une formalisation SQL qui va vous permettre de créer des applications de stream processing sans avoir à coder en Java. De toute façon, si vous avez des questions, on va voir un peu combien de temps on a pour les questions. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on reprenne, on a un stand Confluent, vous n'hésitez pas, on est là pour discuter. On a 3 minutes pour les questions. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai juste une question, une partie que je n'ai pas trop compris, par rapport au microservice. Quand le microservice fait une écriture, on publie un événement du coup dans l'Event Store, et l'événement n'est pas validé tant qu'on n'est pas sûr que le legacy a bien écrit sur sa base. Tout à fait. Et du coup, comment il peut être validé, vu qu'une fois que le legacy a écrit dans sa base, ça génère quelque chose avec du CDC. Du coup, il faut être capable de mapper les événements du CDC avec l'événement d'écriture de l'Event Store. En fait, c'est basé sur un principe de cohérence à terme. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, j'ai poussé un événement, et cet événement, je vais devoir le prendre en compte quand je vais sortir l'entité de la base MongoDB, si jamais je n'ai pas reçu d'accusé de traitement. Parce que ça veut dire que je suis pendant ce lag de synchronisation, où potentiellement l'événement a été consommé, il est en cours de traitement, mais je ne suis pas sûr. Donc en fait, comme je n'ai pas la certitude qu'il a été consommé, qu'il a été validé, bah, je vais l'appliquer sur l'entité que je remonte. Maintenant, quand il est validé, bah, je me dis bah, j'ai un niveau de confiance élevé sur le fait que ma base soit synchro. Donc j'ai pas besoin de l'appliquer celui-là. Ça répond à la question? Oui.